tous. Aujourd'hui, nous allons corriger le CNC de la session 2012, épreuve de physique pour la filière MP. Donc, ce sujet est composé de deux parties. Donc, la première partie, c'est de l'électronique. Et la deuxième partie, c'est la polarisation de la lumière. Donc, une partie optique physique. Donc, nous allons commencer par la première partie. Donc c'est vraiment une révision de toute l'électronique et l'électrocinétique des 2 années de prépa. Et donc la première partie, c'est une partie d'étude de filtres passifs, c'est-à-dire des filtres qui n'ont pas besoin d'alimentation, comme les filtres RC et les filtres LC par exemple, les filtres passe-bas, passe-bande et passe-haut. Donc la première question, donc vous avez un circuit RC, donc vous avez ce montage. Donc c'est un circuit RC qui est alimenté par un générateur de Thevenin. Et donc on vous demande de représenter le schéma du circuit en utilisant la modélisation de Norton du dipôle actif et préciser les grandeurs caractéristiques du modèle. Donc pour cette question, donc on va d'abord faire une équivalence Thevenin-Norton. Donc on va transformer pour la question 1.1.1. Donc nous allons transformer tout simplement le générateur de tension, donc cette partie-là de A à B, on va la transformer en un générateur de courant. C'est-à-dire qu'on va remplacer le générateur de tension par un générateur de courant, donc qui va donner un courant mu qui est égal à donc E de T sur la résistance interne de ce générateur, donc RG, et en parallèle, donc ce générateur de courant il est en parallèle avec une résistance RG. Et donc là on va relier entre A et B donc le reste du circuit, c'est-à-dire la résistance R et le condensateur. Donc voilà, bien sûr, donc là vous avez le même courant, donc c'est I de T, et là vous avez le condensateur C. Ensuite, donc la tension E lorsque T est inférieur à 0 est égale à une valeur constante notée grand E. Déterminer à l'instant T égale à 0-, le courant qui traverse le circuit ainsi que les tensions UR et UC aux bornes de la résistance et du condensateur respectivement. Donc pour cette question, on doit savoir que avant T égale à 0, c'est-à-dire que pour les T négatifs, le condensateur il était déjà chargé puisque le générateur de tension il débite une tension E dans le courant. Donc ça veut dire que le condensateur il est déjà chargé. Et donc s'il est déjà chargé, ça veut dire que UC lorsque T est négatif est égal à E. Ensuite, on va trouver UR. Donc pour trouver UR, donc il faut savoir que lorsque le condensateur se charge, donc lorsque vous tracez UC en fonction du temps, donc là il va prendre quelques instants, donc à peu près 5 taux pour se charger. Donc, et lorsqu'il atteint cette valeur E, donc lorsque la tension en bande du condensateur atteint cette valeur E, donc là on est en régime établi, dans le régime établi, et dans le régime établi vous avez un équilibre électrostatique, donc c'est-à-dire équilibre électrostatique. Et donc, lorsqu'on entend équilibre électrostatique, donc c'est-à-dire que les charges ne peuvent plus se déplacer dans les fils. Donc ça veut dire que toutes les tensions, donc la tension ici et là, est équivalente, et donc tous les courants qui circulent dans le circuit vont 0, y compris UR, puisque UR, d'après la loi d'Ohm, donc c'est R fois I lorsque T est inférieur à 0. Et donc ça est égal à 0
parce qu'on a un équilibre électrostatique. Et donc de même pour I de t, donc I de t, donc c'est la même, donc la même chose pour I de t est égal à 0. Donc voilà pour les deux premières questions. Donc ensuite on passe à la deuxième question, et donc à la deuxième question, donc à t égale à 0, on éteint le générateur, qui devient équivalent à sa seule résistance interne. Établir l'équation différentielle régissant l'évolution ultérieure de I de t et faire apparaître la constante du temps. Alors, donc pour cette question, nous allons remplacer donc le générateur. Donc nous allons remplacer le générateur par une résistance interne. Donc là, donc on éteint le générateur, donc ça veut dire qu'on va remplacer le générateur par un fil. Et donc là, il me reste RG. Donc là, une résistance R en série avec le même condensateur qui était chargé avant t égale à 0. Et donc là, établir l'équation différentielle régissant l'évolution ultérieure de I de t. Donc là, on doit, donc on va appliquer la loi des mailles, bien sûr. Donc là, lorsqu'on applique la loi des mailles, donc là, au bord du condensateur, on a UC, au bord de la résistance, on a UR, et ici, on a URG. Donc ils sont parcourus par un courant I. Et donc là, à t égale à 0, on va appliquer la loi des mailles. Et donc la loi des mailles me donne UC plus UR plus URG est égal à 0. Et donc là, puisque je cherche une équation différentielle qui régit l'évolution de I de t, donc ça veut dire qu'il faut remplacer ces tensions par I de t. Donc on sait que UC, donc si je dérive cette équation, donc je trouve d de UC sur dt, donc je dérive pour faire apparaître le I. Donc je trouve d de UR sur dt plus d de URG sur dt est égal à 0. Donc la dérivée de DUC sur dt, comme vous savez, donc le courant qui parcourt le condensateur, il est donné par C DUC sur dt, donc ça veut dire que d de UC sur dt, c'est 1 sur C fois I. Plus, donc d'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, donc d de UR sur dt, c'est R d de I sur dt. Et de même, pour URG, c'est le même courant qui traverse cette résistance, donc on trouve RG d de I sur dt est égal à 0. Et donc l'équation différentielle, finalement, c'est donc c'est 1 sur C I plus d de I sur dt, facteur de R plus RG est égal à 0. Donc voici l'équation différentielle qui régit l'évolution du courant. Et donc il fait apparaître une constante de temps. Donc pour faire apparaître cette constante de temps, on va tout simplement multiplier fois C. Donc si on multiplie fois C, on trouve I plus taux d de I sur dt est égal à 0. Et donc taux est égal à R plus RG fois C. Très bien. Ensuite, donc la question suivante, déterminer l'expression de l'intensité de courant à l'instant t est égal à 0 plus, et déterminer l'expression de I lorsque t est positif pour donner l'allure de la représentation graphique de I de t. Alors, donc d'abord répondre à cette question de trouver l'expression de I à l'instant t est égal à 0 plus. Donc on va revenir à la loi des mailles qu'on a trouvée dans la question 1.1.3. Et donc là, on va tout simplement remplacer cette équation lorsque t est égal à 0 plus. Et donc lorsque t est égal à 0 plus, donc on aura UC en 0 plus est égal à UR, donc moins UR en 0 plus,
moins URG en 0 plus. Et donc on sait que le condensateur, avant qu'on éteigne le générateur, donc ça veut dire que lorsque T était négatif, le condensateur, sa valeur était, donc il était chargé, sa valeur donc il valait 0 moins est égal à E. Et par continuité de la tension en bande du condensateur, donc on déduit que UC lorsque T est égal à 0 plus est égal à E. Et donc on va remplacer ça ici, donc on trouve que E est égal à moins. Donc UR en 0 plus, c'est R en I 0 plus. URG, c'est moins RG en I 0 plus. Donc c'est le même courant qui traverse ces deux résistances. Et donc on trouve que E est égal à moins R, donc facteur de R plus RG fois I 0 plus. Et donc le courant à l'instant T est égal à 0 plus. Donc on trouve moins E sur R plus RG. Donc voici l'expression de I lorsque T est égal à 0 plus. Et maintenant, il faut donc résoudre voir cette question 1,15. Donc là, il faut résoudre l'équation différentielle, donc cette équation différentielle. Et donc pour résoudre cette équation différentielle, on doit tout simplement prendre en compte les conditions initiales. Donc cette équation différentielle, donc on peut l'écrire I sur taux plus D de I sur dt est égal à 0. Je vous rappelle que taux ici, c'est pas R fois C, mais c'est R plus RG fois C. Et donc la résolution de cette équation, c'est I de T est égal à I lorsque T est égal à 0, exponentielle moins T sur taux. Alors maintenant, on va remplacer I de T lorsque T est égal à 0 par ce qu'on vient de trouver, donc par moins E sur R plus RG. Donc on trouve la solution finale, donc c'est moins E sur R plus RG, exponentielle moins T sur taux. Donc voici l'expression de I de T. Alors maintenant, pour tracer donc l'allure de I de T, donc lorsque T est positif, là, on va étudier donc lorsque T tend vers l'infini. Donc on voit que I de T doit tendre vers 0. Et donc l'allure, donc si je mets en ordonnée I, donc là si je mets I, et donc en abscisse je mets T. Donc là il faut d'abord remarquer que ce terme qui est là, c'est un terme qui est négatif. Donc ça veut dire que I de T démarre donc du côté négatif. Et c'est-à-dire qu'il faut vraiment déplacer l'axe des abscisses. Donc c'est-à-dire qu'il faut le mettre ici. Et donc le 0, il est là. Et donc I de T est là. Donc là j'ai mon I qui démarre à ici, donc à moins E sur R plus RG. Et donc lorsque T tend vers l'infini, donc il va tendre vers 0. Et donc on trouve cette allure donc, qui ressemble à ça. Et donc là on voit que lorsque T augmente, donc il croît jusqu'à atteindre 0. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Et donc la question suivante, on va transformer le générateur d'alimentation par un générateur sinusoïdal. Donc là, on va passer au régime sinusoïdal. Et donc la question est la suivante. Quelle sera en module l'impédance de charge minimale du générateur? Donc d'abord, le schéma se transforme ainsi. Donc on va avoir RG. Et donc là, on transforme le générateur de tension continue en un générateur de tension variable, sinusoïdale. Donc E de T, qu'on peut le noter en complexe. Donc là, on va voir la résistance R et le condensateur. Donc le condensateur C.
Alors maintenant, pour trouver l'impédance de charge minimale, donc l'impédance totale, d'abord, il faut calculer l'impédance totale de mon circuit. Et donc l'impédance totale complexe, c'est l'impédance du condensateur plus l'impédance de la résistance plus l'impédance de la résistance RG. Donc l'impédance totale, donc l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Avec le oméga, c'est la fréquence de la tension fournie par le générateur, plus l'impédance de la résistance, donc c'est un nombre réel, R fois I, plus RGI. Et donc maintenant, on doit tout simplement étudier cette fonction Z oméga qui est égale à R plus RG fois I. Bien sûr, le I ici est complexe. Donc I plus 1 sur JC oméga. Et on doit voir pour quelle valeur Z est minimale. Pour quelle valeur de oméga cette fonction Z est minimale. Donc on observe qu'elle est minimale lorsque oméga tend vers 0. Et donc lorsque oméga tend vers 0, ou plutôt lorsque oméga tend vers l'infini, je m'excuse, lorsque oméga tend vers l'infini, donc la valeur minimale ici c'est R plus RG fois I. Donc voilà l'impédance de charge minimale. Ensuite, on vous demande à quelles conditions pourra-t-on considérer que le générateur est idéal. Donc vous savez que les GBF, donc les générateurs de basse fréquence, les GBF en général, ils ont une fréquence d'entrée, donc le fameux input à 50 ohms. Donc si vous prenez votre GBF, donc là vous avez une entrée ici, ça qu'on appelle le input à 50 ohms. Ça veut dire que lorsque vous branchez votre fil, donc ce générateur, c'est pas un générateur idéal, mais c'est un générateur de Thevenin avec une résistance interne RG qui vaut 50 ohms. Et donc maintenant, pour quelles conditions on peut négliger cette résistance? En fait, la condition, vous l'avez déjà vu en cours, il suffit que la résistance du circuit, donc R, c'est la résistance totale du circuit qui est à l'extérieur, donc sur lequel on a relié donc ce branchement. Donc là, il y a le circuit qui est là, du circuit. Il faut que ce R, il doit être très très grand devant RG. Et donc dans ce cas-là, on peut considérer que le GBF, c'est un générateur idéal. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Et dans la question suivante, on va supposer que cette condition de négligence de cette résistance interne est remplie. Et ensuite, donc là, on va déterminer la fonction de transfert. Alors, donc on va déterminer la fonction de transfert de ce circuit. Donc moi, le circuit, le suivant, il est là. Donc je vais le prendre avec moi. Et je vais le mettre ici. Et donc là, on vous demande de déterminer la fonction transfert. Si la grandeur de sortie ici, c'est le condensateur. Donc ça veut dire que le signal de sortie ici, c'est S de T, et le signal d'entrée. Donc maintenant, on a négligé R. Donc là, j'ai juste un fil. Et donc ça, c'est un générateur idéal. Sinusoïdal, bien sûr. Donc là, c'est la tension d'entrée. Et donc, la fonction transfert H, par définition, donc la fonction de transfert H par définition, c'est la tension de sortie divisée par la tension d'entrée en complexe. Et donc là, pour trouver ce H, donc on va appliquer rapidement un pan diviseur de tension donc ici sur le condensateur. Et donc ce pan diviseur de tension, donc c'est l'impédance du condensateur sur l'impédance de la résistance plus l'impédance du condensateur. Et donc là, on trouve que l'impédance du condensateur, donc c'est 1 sur JC oméga divisé par R fois I plus 1 sur GC oméga. Et
en complexe. Et donc on va simplifier ça, cette fonction de transfert en fonction d'oméga, et donc on va trouver 1 sur donc 1 sur 1 plus J fois R. Donc là, il n'y a pas de I, puisque c'est juste l'impédance de la résistance, fois C oméga. Donc voici ma fonction de transfert. Et donc définir sa nature. Donc la nature, on peut la trouver facilement, on va juste étudier donc les limites de oméga. Lorsque oméga tend vers 0, donc pour les basses fréquences, on voit que H oméga tend vers, donc on remplace ici par 0, il tend vers 1. Et lorsque oméga tend vers l'infini, donc pour les hautes fréquences, on a H oméga qui tend vers, donc là vous remplacez par l'infini, donc vous avez 1 sur l'infini, c'est 0. Et donc là on voit qu'il bloque les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences. Donc il s'agit d'un filtre linéaire, donc c'est un filtre linéaire bien sûr d'ordre 1, donc c'est un filtre d'ordre 1 passe bas, donc il laisse passer les basses fréquences. Et définir la pulsation de coupure à moins 3 décibels de ce filtre et donner son expression oméga C en fonction des paramètres du montage. Donc pour définir cette fréquence de coupure, donc on va définir cette fonction qui vaut donc mic, et par définition cette fonction est égale à 20 log du module de H. Donc le module de H ici, donc c'est le module de cette expression, et le module de cette expression c'est 1 sur racine de 1 plus R au carré, C au carré, oméga au carré. Et donc on va remplacer ici dans G, donc on trouve que G oméga est égal à donc 20 log de 1 sur la racine de 1 plus R C oméga au carré. Donc G oméga est égal, donc le log de A sur B c'est moins log B, donc ça veut dire que là on va avoir moins 20 log racine de 1 plus RC oméga, et le logarithme de racine c'est 1 demi log. Et donc là on va trouver 20 sur 2 fois moins 1, donc c'est moins 10 log de 1 plus RC oméga au carré. Et donc pour définir la pulsation de coupure, donc cette fonction G, lorsqu'il est évalué en oméga est égal à cette pulsation de coupure, donc on va trouver une valeur de moins 3 décibels. Et donc moins 3 décibels, donc on remplace ici par donc moins 10 log donc de 1 plus R C oméga C au carré est égal à moins 3. Et donc là, on va prendre donc le log de 1 plus R C oméga C au carré est égal à 3 dixièmes, 0,3. Et donc pour éliminer le log, donc on va prendre 10 à la puissance 0,3 et on trouve que 1 plus R C oméga C au carré est égal à 10 à la puissance 0,3. 10 à la puissance 0,3 c'est à peu près 2. Et donc on trouve finalement que RC oméga C au carré est égal à 1. Et donc oméga C finalement est égal à 1 sur RC au carré avec la racine, donc c'est 1 sur RC. Donc voici la pulsation de coupure. Et donc pour trouver la fréquence de coupure, donc oméga C est égal à 2pi fois la fréquence de coupure. Et donc la fréquence de coupure c'est oméga C sur 2pi. Très bien.
Alors, donc là, donner son expression en fonction des paramètres du montage, donc on l'a déjà fait. Et donc là, comme on a dit que c'est un filtre passe-bas, donc il laisse passer que les basses fréquences. Et donc la coupure s'effectue à partir de oméga C. Donc à oméga C, vous allez voir une chute de 3 décibels de votre signal initial. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Et donc dans la question suivante, dans quel domaine de fréquence ce filtre se comporte comme un intégrateur de la tension d'entrée? Comme un intégrateur de la tension d'entrée. Alors, donc là, je vous rappelle l'expression de H oméga, donc la fonction transfert. Donc on a trouvé 1 sur 1 plus JRC oméga. Et donc on peut remplacer ça par 1 sur 1 plus J. Donc RC c'est oméga C, donc c'est 1 sur oméga C. Donc là on trouve oméga sur oméga C. Alors, donc là, lorsque oméga tend vers... Donc là on est d'accord que lorsque oméga tend vers 0, donc H tend vers 1. Donc là, la fonction de transfert est maximale. Et donc ce filtre il agit comme il laisse passer la totalité de la tension. Mais lorsque oméga il est très très grand, donc là ce terme au dénominateur il domine, donc H oméga il va être comme 1 sur J oméga sur oméga C, et donc ça c'est oméga C sur J oméga. Et donc là, si vous prenez l'expression de H oméga, donc c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée, donc ça est égal à oméga C sur J oméga. Et donc ça veut dire que la tension de sortie est égale, donc la tension de sortie est égale à oméga C fois la tension d'entrée sur J oméga. Or, nous on sait que pour une pulsation, pour un signal complexe E, donc sa dérivée c'est J oméga E et son intégrale c'est 1 sur J oméga E. Et donc ça veut dire que là, S c'est oméga C fois l'intégrale de E. Donc il s'agit bien d'un intégrateur mais pour haute fréquence. Donc pour les fréquences hautes, c'est-à-dire pour les fréquences F qui sont très très supérieures devant la fréquence de coupure, donc c'est oméga C sur 2P. Donc le filtre est un intégrateur. Le filtre en question il s'agit bien d'un intégrateur. Et donc on l'a même prouvé mathématiquement. Très bien. Alors maintenant on passe à la deuxième sous-partie, donc le filtre de Wien. Et donc le filtre de Wien, c'est celui-là. Donc on va essayer de le copier. Donc voici mon filtre de Wien. Donc là, deuxième sous-partie, donc le filtre de Wien. Alors, donc le filtre est le suivant, donc c'est une résistance en série avec un condensateur et le tout en parallèle avec un condensateur et une deuxième résistance. Et donc là ce qu'il faut faire, donc c'est d'étudier la fonction de transfert, donc c'est-à-dire V2 sur V1. Donc là la fonction de sortie, donc c'est S2, donc ça c'est la sortie et l'entrée c'est V1. Et donc on va voir les questions qu'on nous demande. Donc on considère le filtre de Wien représenté sur la figure que je vous ai montré. On suppose qu'aucun courant ne sorte de ce filtre. Donc ça veut dire que I2 est égal à 0. Donc ça veut dire que I2 ici est égal à 0. Voilà. Ensuite, donc avec ces informations, déterminer la fonction de transfert de ce filtre. Alors, donc pour déterminer la fonction de transfert de ce filtre, donc la première chose qu'on va faire,
Donc on va appliquer un point diviseur de tension avant même d'appliquer le point diviseur de tension. Donc on peut transformer le filtre Devin en un circuit qui ressemble à ça, avec une impédance Z1 en série avec une deuxième impédance Z2. Et donc là on va oublier ce qui est après Z2 puisque le courant I2 est égal à 0. Avec Z1 c'est R plus 1 sur GC oméga, donc c'est une résistance qui est en série avec un condensateur, donc c'est cette partie-là. Donc ça c'est Z1. Et pour la deuxième partie, donc c'est ce C qui est en parallèle avec cette résistance, donc on va le représenter par cette impédance Z2. Et cette impédance Z2 est égale donc à 1 sur R plus GC oméga, l'inverse, donc l'inverse de Z2. Donc ça veut dire que Z2 est égal, donc là on va voir 1 plus, donc on va avoir 1 plus R CG oméga sur R, donc l'inverse, et donc Z2 ça veut dire qu'il est égal à R sur 1 plus R JC oméga. Et donc là on va appliquer un point diviseur de tension, donc ça veut dire que la fonction de transfert de mon filtre c'est V2 sur V1, et donc ça veut dire que l'impédance qui est reliée à cette tension V2 qui est là, et cette impédance c'est Z2, donc là on va avoir Z2 sur Z1 plus Z2. Et donc H est égal à Z2. Donc Z2, c'est ce que je viens de trouver ici. Donc c'est R sur 1 plus JRC oméga. Le tout divisé par, donc Z1, c'est une résistance en série avec un condensateur. Et Z2, donc c'est le même que au numérateur. Donc c'est R sur 1 plus JRC oméga. Alors maintenant, on va simplifier cette expression, donc on va faire descendre ce terme-là, donc on va avoir R sur donc R, donc 1 plus J R C oméga fois R, plus donc 1 plus J R C oméga sur J C oméga, plus R. Et donc là, on peut donc diviser le tout par R, donc on va trouver 1 sur donc 1 plus JRC oméga plus donc R sur JC oméga plus donc là c'est pas un R mais c'est 1 sur R, donc sur R plus donc GC oméga sur GC oméga R c'est 1, et donc là on va avoir plus R sur R, donc c'est 1. Et donc là on trouve que H est égal, donc là j'ai 1 plus 1 plus 1, donc c'est 1 sur 3 plus, donc je peux factoriser par J, donc J facteur de RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc voici l'expression de la fonction transfert de mon filtre de Devin. Ensuite, on passe donc à la question suivante. Donc préciser les paramètres caractéristiques de filtre, donc son amplification maximale, facteur de qualité et la pulsation particulière, pulsation propre plutôt on dit. Alors, donc là, la pulsation l'amplification maximale, ça veut dire que donc là on doit mettre cette fonction transfert sous forme canonique. Donc là, si on monte le 1 tiers, donc là on va trouver 1 tiers sur 1 plus donc J fois donc J sur 3 RC oméga moins 1 sur RC oméga. Donc ça c'est la forme canonique, donc ça veut dire que ce qui est là, donc c'est H0, donc H0 plus 1 sur plus, donc là vous avez une fonction G, donc je vais appeler GS. Et donc là ça veut dire que H0, donc
l'amplification maximale. Donc l'amplification maximale, c'est 1 tiers. Donc là, j'ai l'amplification maximale. Et donc là, cette fonction S, donc il est sous la forme de Q fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et on reconnaît donc, la forme canonique en général d'un filtre d'ordre 2, c'est H0 sur 1 plus J fois le facteur de qualité donc de X moins 1 sur X. Et dans ce cas-là, le X, c'est la pulsation réduite, donc c'est oméga sur oméga 0. Et donc, par identification avec cette expression, donc on va faire apparaître donc la pulsation propre. La pulsation propre, c'est oméga 0 est égal à 1 sur RC. Et le facteur de qualité, donc le facteur de qualité Q, donc Q est égal à 1 tiers. Donc voici les caractéristiques de ce filtre. Alors maintenant, donc là on vous demande de tracer le diagramme de Bode, donc le gain et la phase associés à ce H. Et on fera apparaître sur chacun des graphes le tracé asymptotique et le tracé réel. Quelle est la nature de ce filtre? Donc ça c'est une question qui est... donc il y a plusieurs questions, une seule question, c'est normal, puisque c'est le CNC, donc c'est normal cette question. Donc on va faire cette question en plusieurs parties. Donc la première chose, c'est de réécrire la forme, donc l'expression de... Donc là on a H0 sur 1 plus donc G fois Q 1 sur X moins 1 sur X, donc l'expression de la fonction transfert. Et donc là on va étudier les deux cas. Donc puisque X est relié directement à oméga à la fréquence, donc on va étudier les asymptotes de X. C'est-à-dire on va étudier le comportement de H lorsque X ou lorsque oméga tend vers 0. Et donc ça c'est la même chose que lorsque X tend vers 0. Donc là lorsque X tend vers 0, donc ce terme tend vers l'infini, donc avec le moins l'infini. Et donc là vous avez quelque chose qui est constante sur moins l'infini, donc il tend vers 0. Vous allez faire la même chose, mais lorsque oméga tend vers l'infini. Lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire que lorsque x tend vers l'infini, donc là vous allez avoir donc la 0, et là vous avez une constante sur l'infini, donc c'est 0. Et donc là, le filtre qui vérifiait cette propriété, il ne laisse pas passer les basses fréquences ni les hautes fréquences, mais il va laisser passer juste une partie de fréquence. C'est ce qu'on appelle un filtre passe-bande. Donc c'est un passe-bande. C'est-à-dire qu'il va laisser passer juste une bande. Donc si on trace par exemple, donc là je le fais qualitativement, mais on va tout calculer après. Si vous tracez H en fonction de oméga, donc vous allez voir que en fait il va laisser passer une bande qui est comprise entre un oméga 1 et un oméga 2, ce qu'on appelle la largeur de bande. Et donc là, il ne laisse pas passer les basses fréquences et ni les hautes fréquences. Donc il s'agit d'un filtre passe-bande. Alors maintenant, pour la phase, donc on va faire une étude qualitative, donc rapide, pour déterminer le comportement de la phase. Donc on va toujours utiliser cette expression. Donc H est égal à ce terme. Et donc là, on va étudier le comportement de la phase, c'est-à-dire que le comportement de l'argument de H, lorsque H tend vers, c'est-à-dire que lorsque oméga tend vers 0. Donc lorsque oméga tend vers 0, X tend vers 0, et donc H, il se comporte, donc lorsque X tend vers 0, donc lorsque X est petit, c'est ce terme qui domine, et donc H, on peut l'écrire de la façon suivante, H0 sur J moins JQ sur X. Et donc là, on va trouver quelque chose de l'ordre donc de XH0 sur Q
fois J. Donc là, on trouve un imaginaire pur. Et donc là, lorsque vous prenez le plan complexe, donc tous les imaginaires purs qui sont sur cet axe, mais positivement, et donc ils ont un argument de pi sur 2. Et donc là, ça veut dire que phi, lorsque oméga tend vers 0, donc pour les basses fréquences, phi tend vers pi sur 2. Alors maintenant, pour les hautes fréquences, donc lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire que lorsque x tend vers l'infini, donc h vaut, donc là, lorsque x est très grand, donc c'est ce terme-là qui domine, et donc il reste tout simplement x h0, ou plutôt h0 sur j xq. Et donc ça c'est moins j, puisque 1 sur j c'est moins j, h0 sur xq. Et donc là c'est un imaginaire pur, mais qui est négatif. Et donc là, lorsque vous avez un imaginaire pur qui est négatif, son argument c'est moins pi sur 2. Et donc là, on trouve que lorsque oméga est grand, donc pour les hautes fréquences, phi tend vers moins pi sur 2. Donc là, on a déjà en tête, on a déjà une idée, donc sans faire des calculs très lourds, on a trouvé la nature de notre filtre et les comportements en haute et à basse fréquence de la fonction transfert et de la phase. Alors maintenant, pour calculer donc le g de la fonction g, donc son expression c'est comme on l'a défini tout à l'heure, donc c'est moins 20 log de la norme de h, et donc là c'est moins 20 log, donc la norme de h, donc je vous rappelle que h on a trouvé h c'est donc en remplaçant h0 par 3, donc h c'est 1 tiers sur 1 plus jq x moins 1 sur x. Et donc là, on va trouver donc log de 1 tiers sur, donc la norme de cette fonction, c'est racine de 1 plus q au carré, x moins 1 sur x au carré. Et donc là, on va développer cette expression. Et donc on trouve moins 20 log 1 tiers, donc c'est 20 log 3, et donc ça c'est l'amplitude maximale. Donc c'est la norme maximale, donc c'est GDB max. Donc GDB max c'est moins 20 log 1 tiers. Moins avec le moins c'est plus, et lorsque j'inverse le log, donc ça va me donner moins, donc moins log moins 10 avec le racine log de 1 plus q au carré x moins 1 sur x, le tout au carré. Et donc là, pour les hautes fréquences, donc lorsque x est très très petit, donc pour les basses fréquences, donc là GDB se comporte comme moins 20 log de x, et donc là ça veut dire que à basse fréquence on a une pente donc de moins 20 décibels par décade. Et lorsque x est très très, donc à haute fréquence, donc on va avoir un GDB, donc c'est 20 log x, et donc on a une droite donc avec une pente descendante, c'est moins 20, donc c'est 20 décibels par décade. Et donc là, lorsqu'on trace le G, donc là on a le GDB max, et donc là on va tracer, donc là on a une droite de moins 20 décibels par décade, 20 décibels par décade, et donc là on a ici un point d'inflexion, et donc ma fonction elle ressemble à quelque chose qui est comme ça. Bien sûr ici c'est une échelle logarithmique. Et maintenant pour la phase, donc j'ai essayé de faire ça à côté de la phase. Donc maintenant pour la phase, puisqu'on a dit en basse fréquence,
Donc là, on a pi sur 2. Et en haute fréquence, on a moins pi sur 2. Et donc on va trouver quelque chose qui ressemble à ça. Donc voici la variation de la phase en fonction de oméga ou de x. Et bien sûr, donc là, on a la résonance. Donc là, c'est ce qu'on appelle la résonance. Donc la résonance, c'est lorsque la phase est nulle. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Et donc dans la question suivante, donc montrer que les tensions d'entrée V1 et de sortie V2 sont liées par l'équation différentielle suivante. Alors, donc pour répondre à cette question, on doit prendre l'expression de H. Donc H, on a trouvé H est égal à 1 tiers sur 1 plus J Q x moins 1 sur x. Et donc ça, c'est également V2 sur V1, d'après la figure. Donc là, je vais remonter pour vérifier ça. Voilà, donc V2, c'est la tension de sortie, et V1, c'est la tension d'entrée. Très bien, alors maintenant, on va exprimer V2 en fonction de V1. Donc on va avoir 3V2 est égal au plutôt. Donc plutôt je prends, donc je fais faire un produit en croix. Donc là je vais avoir V2 plus J Q X V2 moins J Q 1 sur X V2 est égal à V1 sur 3. Et donc là, je remplace X par oméga sur oméga 0. Donc oméga 0 c'est 1 sur RC, donc oméga RC. Et donc je trouve V2 plus J. Donc Q c'est 1 tiers, donc on a trouvé que Q c'est 1 tiers, donc je peux le remplacer directement. Donc je vais avoir oméga RC sur 3 V2 moins J. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc G fois V2 sur 3. Et donc on a dit que X c'est, donc ça va me donner oméga ici, un RC là. Donc ça est égal à V1 sur 3. Et donc ça c'est V2. Donc puisque V2 c'est un signal complexe, donc lorsqu'on dérive V2, donc la dérivée de V2 par rapport au temps, donc ça va me donner quelque chose de G oméga V2. Et donc ce G oméga V2 ici, donc c'est la dérivée de V2 par rapport au temps fois RC sur 3. Et donc là, cette expression, la deuxième, je peux l'écrire plus V2 sur J oméga fois 3 fois RC qui est égal à V1 sur 3. Et donc l'intégrale de V2 dt, donc c'est 1 sur J oméga V2 pour un signal sinusoïdal, complexe bien sûr. Donc là je vais trouver V2 plus RC sur 3 dV2 sur dt plus donc 1 sur 3 RC, l'intégrale de V2 dt est égal à V1 sur 3. Et donc maintenant, pour se rapprocher de l'expression qu'on m'a donnée ici, donc de cette expression, il suffit tout simplement de dériver ça. Donc lorsque je dérive ça, donc je trouve dV2 sur dt plus RC sur 3 d au carré de V2 sur dt au carré plus 1 tiers RC V2 est égal à 1 tiers dV1 sur dt. Et donc je vais vérifier est-ce que ce que je trouve. Donc là on va donc là j'ai dV2 sur dt. Ok, donc là j'ai compris ce qu'il faut faire. Ok, donc là on va multiplier par
on va multiplier par oméga 0. Donc là, il faut laisser ce terme, il faut le laisser seul ici, comme je l'ai ici. Et donc ça veut dire que je dois isoler ce terme. Donc je vais avoir d au carré de V2 sur dt au carré, plus, donc ça veut dire que je dois multiplier tout ça fois 3 sur RC. Donc fois 3 sur RC. Et donc je trouve 3 sur RC dv2 sur dt plus 1 sur RC au carré V2 est égal à 1 sur RC dv1 sur dt. Or, donc là, 1 sur RC, c'est oméga 0. Donc là, je trouve que d au carré de V2 sur dt au carré plus donc 3 oméga 0 dv2 sur dt plus oméga 0 au carré V2 est égal à oméga 0 dv1 sur dt. Et donc là, c'est exactement ce que je trouve. Et on part à identification. Donc là, ça veut dire que ce terme-là, qui est là, ce 3, donc c'est le A. Donc là, on déduit que oméga 0 est égal à RC, 1 sur RC, et le A, c'est 3. Donc voilà, on a trouvé cette équation différentielle. Alors maintenant, partie, donc l'étude d'un montage à base d'amplificateur opérationnel. Dans cette partie, on étudie le modèle de l'amplificateur opérationnel idéal et quelques limitations à ce modèle. On considère le montage de la figure 3, qui est ici. Vous avez une entrée non inverseuse, donc le plus, inverseuse l'entrée moins, et l'entrée moins elle est reliée à 2 résistances, et ensuite vous avez le bouclage. Donc on relie l'entrée inverseuse avec la sortie. Donc il s'agit bien d'un amplificateur linéaire. Ensuite, donc on vous donne les valeurs de ces 2 résistances. Et donc la première question, pour un amplificateur opérationnel idéal, tracez la caractéristique de transfert statique, c'est-à-dire les variations de US en fonction de Y. On notera USAT et moins USAT', les tensions de saturation. Alors, donc voilà la figure 3. Donc là, j'ai rajouté à la main plus USAT et moins USAT', parce que d'habitude, si vous avez un schéma d'amplificateur opérationnel, on ne vous représente pas les alimentations. Mais en TP, vous savez qu'un amplificateur opérationnel, c'est une puce à 8 pattes, et vous avez des 2 pattes pour le branchement, donc pour l'alimenter avec une alimentation symétrique. Donc là, pour un amplificateur idéal, donc la caractéristique d'un amplificateur idéal, donc vous avez déjà la tension de sortie qui est égale à donc un facteur d'amplification qu'on va l'appeler A fois la tension d'entrée. Ici le epsilon, donc c'est V plus moins V moins. Ici le V plus, donc c'est UE, et le V moins, donc c'est cette tension là qui est reliée directement à la masse. Donc cette tension là est nulle, et donc ça veut dire que epsilon, donc epsilon c'est UE. Donc là on va dans le domaine linéaire de l'amplificateur opérationnel, on prend un epsilon qui est égal à 0, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la tension d'entrée moins la tension de sortie sont égaux. Ensuite, dans le domaine non linéaire, ou c'est ce qu'on appelle le domaine de saturation, le epsilon est différent de 0. Donc, ça veut dire que la différence entre V plus et V moins est non nulle. Et donc pour représenter ça sur un graphe,
en mettant en ordonnée donc la tension de sortie et la tension d'entrée. La tension de sortie elle est limitée par les tensions de saturation, donc USAT et moins USAT'. Et donc là, le domaine linéaire, c'est lorsque vous avez epsilon est égal à 0, donc ça veut dire que US, lorsque epsilon est égal à 0, donc dans ce cas, la tension d'entrée est égale à V-, donc la tension en borne de cette résistance R1. Si epsilon est différent de 0, donc là on est en régime donc non linéaire, au régime de saturation, et en sortie on va avoir deux sorties, donc soit plus USAT si epsilon est positif, et soit US est égal à moins USAT' si epsilon est négatif. Donc soit plus USAT ou soit moins USAT. Ensuite, quelle est la résistance d'entrée du montage de cette figure? Donc là, on va appliquer un Millman à ce point-là. Donc ce point-là, je vais l'appeler. Donc j'efface tout ça. Donc ce point, je vais l'appeler par exemple. Donc ce point A. Et donc la tension en A est égale à la tension liée à la résistance R1 divisé par R1, et ici c'est 0, donc puisque c'est lié à la masse, donc là vous allez avoir 0, plus la tension liée à R2, donc la tension R2 divisé par R2, donc c'est US sur R2, divisé par donc 1 sur R1 plus 1 sur R2. Or, on est en domaine linéaire, donc ça veut dire que epsilon est égal à 0. Et donc si epsilon est égal à 0, donc ça veut dire que V-, donc ça veut dire que V- est égal à V+. Or V+, c'est la tension d'entrée, donc UE. Et donc le VA qu'on a calculé, c'est la tension à ce point-là, et la tension à ce point-là, c'est la tension VE. Donc c'est cette tension-là. Cette tension-là, et cette tension-là, c'est V-, donc qui est là. Et donc là, on va trouver V- est égal à VA. Et donc on remplace ici. Donc on trouve UE est égal à US sur R2 divisé par 1 sur R2 plus 1 sur R1. Et donc on trouve que UE fois donc R1 plus R2 sur R2 fois R1 est égal à US sur R2. Donc je peux simplifier par ce R2 et donc je trouve finalement US en fonction de UE, et donc US est égal à R1 plus R2 sur R1 UE. Et donc là, lorsque j'ai défini donc au début cette relation, donc US est égal à A fois UE, donc ce facteur d'amplification, donc c'est ça, donc c'est ce A. Donc ça veut dire que A ici c'est R1 plus R2 sur R1. Et qu'on peut écrire aussi de la façon suivante, donc 1 plus R2 sur R1. Et donc le facteur d'amplification dépend des valeurs des résistances. Donc si vous voulez par exemple, si vous voulez 10 fois en sortie la tension d'entrée, bah vous allez vous arranger à trouver des valeurs de R2, R1 pour trouver ici 9, et donc 1 plus 9 c'est 10. Mais à condition à ne pas dépasser la tension de saturation, et dans la majorité des cas la tension de saturation donc c'est plus ou moins 15. Alors ici je viens de me rendre compte que là c'est un V-. Et donc là, US est égal à ici, donc c'est dans le domaine.
Alors, bon, on passe à la question suivante. Et dans la question suivante, donc la question suivante, en supposant que, donc là on était là, cette caractéristique fait apparaître, nommé, voilà, qui est la résistance. En supposant que l'amplificateur opérationnel fonctionne dans sa zone linéaire, montrer que l'on a US de t est égal à U de t et dans l'expression de A en fonction de R. Donc ça, on a déjà fait cette question. Dans quel domaine de tension UE peut-il varier sans provoquer la saturation? Donc c'est dans le domaine moins Vsat, donc le domaine pour éviter une saturation, pour ne pas avoir une saturation de l'amplificateur opérationnel. Donc c'est lorsque vous avez un UE qui est entre moins USAT sur A et USAT sur A. Bien sûr, on va prendre la notation de l'exercice, donc c'est USAT prime. Puisque vous avez ici UE est égal à US sur A, et US est limité entre moins USAT prime et USAT prime. Donc voici la condition pour rester dans le domaine de non-saturation. Alors maintenant, la question suivante. Tracer la courbe représentant US en fonction de UE pour UE variant de moins USAT à USAT. Alors, donc pour cette question, donc de 1,6, donc on va tout simplement représenter donc US en ordonnée, UE en abscisse, et donc là, on a dit que UE est limité entre USAT sur A et moins USAT prime sur A. Et donc là, en mode linéaire, donc en régime linéaire, vous avez une pente, puisque en régime linéaire, US est égal à A fois E fois UE, et donc A c'est le facteur d'amplification, donc c'est une pente lorsque vous tracez US en fonction de UE. Lorsque UE dépasse donc cette valeur limite, donc là vous rentrez dans le régime non linéaire, et donc là vous allez avoir une saturation. Donc ici vous avez saturation, et là également saturation. Et là, donc là, c'est le régime linéaire. Très bien. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Et donc dans la question suivante, donc les limites au fonctionnement de l'amplificateur idéal. Alors comment mesurer expérimentalement les tensions de saturation USAT et moins USAT? Donc là, pour cette question, il y a plusieurs façons de le faire expérimentalement. On peut le faire à l'aide du montage de l'amplificateur inverseur. Donc on va mesurer les tensions d'écrêtage, positif et négatif, du signal sortie S pour un signal d'entrée U sinusoïdal. Donc les tensions d'écrêtage, c'est lorsqu'on dépasse. Donc c'est lorsque vous avez par exemple votre amplificateur opérationnel, donc là vous lui donnez une tension d'entrée E, il va vous donner une tension de sortie US. Le problème c'est que UE il doit être limité entre, donc on a vu une tension moins USAT sur A et USAT sur A. Et lorsque vous dépassez UE, en fait, vous allez avoir le tension de sortie, vous allez avoir un écrêtage, c'est-à-dire que vous allez avoir donc la tension qui va être, donc au début il était sinusoïdal, donc si vous injectez un signal sinusoïdal, vous allez avoir en sortie une tension sinusoïdale. Mais si vous dépassez donc cette limite, donc la fonction de sortie va commencer à se déformer, donc vous allez avoir ce phénomène d'écrêtage, donc vous n'allez plus avoir une sinusoïdale parfaite. Et donc là, à l'aide de l'oscilloscope, vous pouvez mesurer, donc là ça USAT, et là c'est moins USAT. Donc il y a cette méthode. Sinon, il y a une autre méthode, c'est de mesurer directement la tension au bord de l'alimentation symétrique, parce que c'est elle qui génère, donc c'est elle qui alimente l'amplificateur opérationnel.
Très bien. Alors, la question suivante, le constructeur indique que le courant maximal de sortie de l'amplificateur opérationnel est de Imax est égal à 20 mA. On applique à l'entrée du montage donc cette tension sinusoïdale avec une amplitude de 1 volt. Comment choisir la valeur d'une résistance RU placée en sortie du montage pour garder un fonctionnement linéaire? Alors, donc là c'est les limitations de courant de l'amplificateur opérationnel. Donc là, en sortie, donc les courants de sortie ne peuvent pas être n'importe lesquels, mais ils doivent pas dépasser cette valeur donc de 20 mA. Donc en saturation, on a donc là on aura une saturation au courant lorsque la résistance RE est inférieure à U0 sur IS max. Et donc il faut choisir une résistance RU qui est égale donc U0 ici donc qui est égal à donc il faut choisir une résistance qui est égale à par exemple au plus grande que RU. Avec RU donc on va calculer RU ici, donc c'est 1 volt sur IS max, donc c'est 20 fois 10-3, et donc cette résistance doit être plus grande que 50 ohms. Et donc 50 ohms c'est la résistance pour laquelle on n'aura pas de limitation de courant en sortie de l'amplificateur opérationnel.